Très bon retour à vous, mesdames et messieurs. Nous commençons notre prochaine rubrique. Il est 10h sur la ville de Lubumbashi. Et comme promis, aujourd'hui, nous avons un entretien sur une question vraiment fondamentale en ce qui concerne la gestion de notre pays. C'est la question d'une révision constitutionnelle. Alors, la République démocratique du Congo est en pleine troisième république. Comment a été rédigée notre constitution actuelle? C'est la question que certains penseurs se posent au vu des insuffisances de ces dernières qui ont été prouvées par les problèmes récurrents de notre pays. Ces penseurs proposent que la constitution soit changée pour mieux adresser les problèmes qui sont les nôtres, notamment la composition du gouvernement, les relations entre le président de la République et le Premier ministre, le fonctionnement des partis politiques, etc. C'est avec notre invité du jour que nous aurons cet entretien. Et notre invité s'appelle M. Anissé Bitokwela. Il est président du think tank Congo Can Go et il est également entrepreneur. Bon matin. Merci beaucoup, madame. Merci à vous autant. Très bien, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Alors, on va faire un petit bond dans l'histoire quand même, voir comment notre pays a commencé donc la première, la deuxième et comment on arrive à la troisième république. Est-ce qu'on peut faire ce petit cours d'histoire avec vous rapidement? D'accord, merci beaucoup. En fait, en République démocratique du Congo, nous sommes à la troisième république. En effet. La première république a commencé avec l'avènement de l'indépendance en 1960, avec le président Kasavubu et toute l'équipe de nos chers compatriotes qui réclamaient l'indépendance. Et 5 ans après, on a eu l'avènement du président Mobutu, après son coup d'État. Il a apporté une nouvelle constitution. En effet. Et la nouvelle constitution a été le signe de la deuxième république. Okay. Donc on passe dans une république en fonction d'une nouvelle constitution. Donc après l'avènement du coup d'État du président Mobutu et la nouvelle constitution qu'il a apportée, on est entré dans la deuxième république. Et cela jusqu'en 2006. Et d'aucuns sont en train de penser aussi qu'il y avait en 1990 ce qu'on appelait la conférence nationale souveraine. En effet. C'était l'avènement de la démocratie. On voulait mettre en place une nouvelle constitution afin d'entrer dans la troisième république depuis 1990. Mais cette constitution n'avait jamais été promulguée et mise en vigueur. Et ce n'est qu'en 2006, après la transition, et avec le président Joseph Kabila et les 4 vice-présidents, on a décidé de promulguer une nouvelle constitution. Et cela a été fait après le référendum de 2005 et la constitution a été promulguée le 18 février 2006. Parfait. Et c'est le début de la troisième république depuis le 18 février 2006 jusqu'à ce jour. Bien qu'en 2011, cette constitution de la troisième république a été modifiée dans certains articles, ce qui n'a pas poussé à entrer dans une nouvelle république, mais c'est juste quelques articles qui ont permis à ce qu'on modifie la Constitution. Mais sinon, nous sommes dans la troisième République pour l'instant. Parfait. Alors, c'est bien qu'on ait eu ce petit cours d'histoire. Ça va rafraîchir, n'est-ce pas, certains de nos téléspectateurs pour comprendre un peu les enjeux. Alors, comment a été rédigée notre Constitution actuelle, celle de 2006, celle qui nous régit dans cette troisième République? De quel modèle a-t-elle été tirée? Oui, la constitution de la troisième république, ceux qui peuvent bien, les lecteurs de la constitution, vont constater que cette constitution a été copiée sur le modèle français. La France est dans la constitution, est dans la 5e république. Et cette 5e république a commencé avec le général de Gaulle et dans les années 1960. Et vous allez constater que beaucoup de dispositions, le régime politique, le fonctionnement du pays et autres, le gouvernement, sont tirés du modèle français. C'est pourquoi on dit que notre constitution est la petite sœur africaine de la constitution française. Vous voyez, donc, et le contexte de la France n'est pas le même contexte que notre pays. Tout à fait. Bien que les législateurs, ceux qui ont conçu cette constitution, avaient des bonnes intentions pour amener à notre pays la stabilité, le développement socio-économique et tant d'autres, mais le fait de copier cette constitution du modèle français, du contexte français, n'a pas rencontré le vrai besoin de la population congolaise et de la RDC. C'est pourquoi nous venons pour
proposer une autre constitution qui va nous permettre d'entrer dans la 4e République que nous allons surnommer la République des bâtisseurs. Très très bien. Alors j'aimerais revenir un peu sur le concept d'un think tank, pour que nos téléspectateurs puissent être quand même éduqués sur la question. C'est quoi un think tank? Je sais que madame, vous connaissez très bien l'anglais. Un think tank, en fait, il y a deux mots. Think and tank. Think qui veut dire en anglais, qui vient du verbe to think, qui veut dire penser. Et tank qui veut dire réservoir et tout. Alors, un think tank, c'est ce qu'on appelle un réservoir d'idées. En d'autres termes, on appelle laboratoire d'idées. Donc, on est une association, une plateforme. Nous sommes en train de réfléchir. Nous donnons des idées pour le développement socio-économique de la RDC, pour le développement politique de la RDC, mais pourquoi pas aussi sur le plan défensif de la RDC. Parfait. Alors directement, on va passer à la prochaine question qui rebondit un peu sur ce que vous aviez dit auparavant en répondant à ma deuxième question. Vous avez parlé d'insuffisance de la Constitution actuelle. Quelles sont-elles? Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes? La première des choses, c'est la relation entre le président de la République et le Premier ministre. Vous savez, madame, le peuple congolais a élu le président de la République sur base d'une vision. On a choisi le président de la République parce qu'il a une vision. C'est cela. Mais curieusement, lorsque le président de la République est élu, la Constitution octroie la prérogative d'avoir la vision et l'action du gouvernement au Premier ministre, pas au président de la République. Ce qui fait assez que le peuple réclame beaucoup plus au président de la République au lieu de réclamer au Premier ministre. Bien que le président de la République soit le chef de l'exécutif, mais c'est le Premier ministre qui définit et qui conduit la politique du gouvernement. Vous voyez que c'est l'article 91 de la Constitution actuelle. Donc, le schéma mental du peuple congolais veut assez que ça soit le président de la République. Parce que le peuple l'a choisi lui. Voilà, le peuple l'a choisi lui, mais la Constitution donne cette prérogative au Premier ministre. Ce qui fait, c'est qu'il y a un grand écart entre ce qui est pensé par le président, par la population congolaise et ce qui est écrit par le législateur congolais. Alors c'est pourquoi il faut réduire cet écart afin que le président de la République ait vraiment cette prérogative d'avoir la vision. Bien sûr, on dit qu'il définit en concertation avec le président de la République, mais dans l'action, on voit carrément que c'est le Premier ministre qui est à la manœuvre. Et vous allez constater que la Constitution, ça c'est la première des choses, la Constitution aussi de notre Troisième République a aussi montré ses limites par rapport aux institutions dans les provinces. Vous allez constater que, madame, dans presque toutes les provinces, il y a ce qu'on appelle il y a la destitution des gouverneurs, la suspension des assemblées provinciales. Ce sont des freins au développement des provinces. Ça montre une instabilité dans les provinces. Et lorsqu'il y a une instabilité politique, instabilité institutionnelle au niveau des provinces, cela ne va pas permettre à ce que les provinces se développent. C'est pourquoi vous allez voir que les provinces sont toujours statiques au même niveau et ça n'avance pas. C'est pourquoi nous allons parler aussi de l'hymne national dans notre nouvelle constitution. Vous allez constater que, madame, l'hymne national est devenu juste une formalité dans notre pays. On chante seulement l'hymne national lorsqu'il y a des réunions institutionnelles, lorsque l'équipe des Léopards joue au foot et tout. Et pourtant, l'hymne national doit être un cantique qui révolutionne le peuple congolais. À chaque fois que le peuple chante l'hymne national, on doit se sentir révolutionné, on doit se sentir motivé, on doit se sentir fier d'être congolais et d'attaquer, d'aller de l'avant. Mais l'hymne national ne donne pas cette impression-là. C'est pourquoi nous proposons aussi même un autre hymne national pour notre pays qui va aller dans le sens de motiver, révolutionner. À chaque fois que nos FARDC, nos militaires, les citoyens essaieront de chanter l'hymne national, ça sera une façon pour eux de se motiver, d'aller de l'avant. En effet, très bien. Donc, dans toutes ces insuffisances, j'ai cru comprendre aussi que vous parlez du fonctionnement des partis politiques aussi.
Oui, parlons-en justement. Vous allez comprendre aujourd'hui, il y a beaucoup de partis politiques maintenant. Il y a beaucoup de partis politiques. Et si vous regardez dans le fond, ces partis politiques ont presque la même idéologie. Presque la même. Maintenant, c'est juste une façon de chercher le pouvoir, de chercher quelques postes dans le gouvernement. Madame, nous avons toujours dit ceci. Lorsque la politique devient le seul domaine rémunérateur dans un pays, c'est un signe qu'il y a mauvaise gouvernance dans ce pays-là. Et cela a commencé pas maintenant, depuis des décennies. On constate que ceux qui entrent dans la politique ont l'ambition de s'enrichir, l'ambition d'avoir de l'argent. Et pourtant, ça ne doit pas être dans ce sens-là. Lorsque la politique prend la place des questions vitales de la société, c'est un mauvais signe. C'est un signe que la société est agonisante. C'est pourquoi nous, avec notre constitution, nous pensons certaines conditions, peut-être comme nous sommes en train d'organiser une conférence, nous allons beaucoup plus centrer en détail par rapport à ça, à ce que nous apportons dans les modifications concernant les partis politiques. Mais je peux donner quelque chose, par exemple, c'est que l'État va commencer, lui-même particulièrement l'État, va commencer à former, rattraper le retard par rapport à nous-mêmes et le retard par rapport à d'autres nations. C'est opportun, mais est-ce que ça doit intervenir maintenant? C'est cela. Maintenant, je ne crois pas, parce que c'est une année électorale et maintenant là, l'Assemblée nationale, au mois de juin, la session va prendre fin et la deuxième session, ça sera une session purement budgétaire, donc ça ne sera pas vraiment possible. Mais c'est quelque chose que nous gardons, bien sûr, pour la prochaine législature. Après les élections, nous allons encore recommencer avec ça. Nous allons fortement nous battre pour changer la constitution de notre pays. Est-ce que c'est une démarche qui est légale? Oui, exactement. Le titre 7 de la Constitution de la Troisième République parle de la révision constitutionnelle. Très bien. L'article 218, 219 et 220 parle d'ailleurs 218 parle de qui peut prendre l'initiative de la révision constitutionnelle. C'est lui qui peut prendre. Premièrement, on parle du président de la République. Deuxièmement, l'initiative du changement, de la révision de la Constitution peut venir du gouvernement après délibération en Conseil de ministres. Troisièmement, l'initiative de la révision constitutionnelle peut venir des deux chambres du Parlement. Et quatrièmement, l'initiative de changement de la Constitution peut venir d'une fraction de la population. En effet. Qui décide, la Constitution parlait de 100 000 personnes qui signent exactement et qui veulent que la Constitution soit révisée. Ils signent la pétition et ils adressent cette pétition à l'Assemblée, au Parlement en fait, au Sénat ou à l'Assemblée nationale. On avait cette Constitution et l'Assemblée nationale ou le Sénat va étudier ce projet, cette proposition ou cette pétition pour voir que si ça a vraiment sa raison d'être. Et si vraiment l'Assemblée nationale valide, en ce moment-là, on peut commencer la révision de la Constitution. Mais pour que la révision soit approuvée, il faut que le président de la République convoque ce qu'on appelle le référendum. En effet. Le référendum, c'est un vote qui permet aux citoyens, à l'ensemble des citoyens, de donner son avis sur une mesure prise par le pouvoir exécutif ou législatif. Alors, c'est seul le président de la République qui a la compétence exclusive de convoquer le référendum. Bien sûr, ça sera organisé par la Commission électorale nationale indépendante. Et lorsque la population approuve cela, on entre dans la 4e République, on change les constitutions. Très bien. Alors, pendant ce changement-là, on a bien compris quelles sont les parties prenantes. Ça peut être l'initiative du président, du gouvernement, des deux chambres ou alors d'une fraction de la population. Mais comment est-ce que ça se passe en termes dans la pratique, Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que toutes les institutions sont suspendues? Est-ce que le fonctionnement du pays s'arrête en attendant de passer de la 3e à la 4e République? Comment ça se passe? Voilà une très belle question, madame. Vous allez comprendre qu'à la 1re République,
il fallait qu'il y ait indépendance. Donc les Belges étaient en train de diriger, ils devaient passer le bâton aux Congolais. Donc il y a eu la table ronde de Bruxelles, il y a eu tout ça. Ça a permis à ce qu'on entre avec une nouvelle constitution dans la Première République. Voilà. La Deuxième République, c'est venu avec le président Mobutu. Oui. Il a eu un coup d'État. Voilà. Donc, il a suspendu toutes les institutions de la République et il s'est décidé il a rédigé une nouvelle constitution. En ce moment-là, c'était lui qui était seul à la tête et on a rédigé la constitution de la Deuxième République et elle a continué jusqu'en 1990, jusque même en 2006. Oui. Maintenant, la constitution de la Troisième République, il y a eu beaucoup de conflits dans notre pays. Les rebelles, le MLC de Jean-Pierre Bemba, le RCD de Azarias Rouberoy et beaucoup d'autres rébellions. Alors, il fallait réunifier le pays. Il fallait rentrer à l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi tous les belligérants se sont décidés, tous les Congolais, les citoyens congolais, les patriotes, se sont décidés de se mettre ensemble à Sun City, en Afrique du Sud, pour la constitution, une nouvelle constitution et passer aux élections. En effet. Et en ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle la transition. En effet. La transition a pris, si je ne me trompe pas, 3 ans avec le président de la République et 4 vice-présidents. La transition. Maintenant, comment ça va se passer pour la 4e République? Nous, on n'a pas besoin qu'il y ait... maintenant, là, il n'y a pas de genre... On n'a pas besoin il n'y a pas de se réunir avec les rebelles ou autres. On n'a pas besoin de faire un coup d'État. Voilà. On n'a pas besoin d'un coup d'État. Ce n'est pas en tout cas le même contexte. En tout cas, nous, on propose, à partir de 2024, on va tellement sensibiliser la population sur les idées d'une 4e République, les nouvelles idées originales, concrètes, bien sûr audacieuses que nous proposons. Nous allons entrer dans une grande sensibilisation dans les médias, ailleurs, dans les écoles et tout, et nous allons nous battre pour que, après le mandat du président de la République de 2028, qu'on commence une transition. Une transition qui va permettre à tous les citoyens, et la transition ne va pas aller au-delà d'un mois, et plutôt au-delà d'une année, et où tous les citoyens, les partis politiques ou la classe politique, l'élite congolaise. Quand je parle d'élite congolaise, je vois les confessions religieuses, je vois les intellectuels congolais, les leaders d'opinion. On s'est réunis sur base de ce que nous, on propose. S'il y a des modifications, s'il y a quelques idées ajoutées, on ajoute et puis on soumet cette constitution au référendum. Et si le peuple vote cette constitution, on passe directement dans la 4e République. Madame, si vous avez le temps de lire cette constitution-là, vous serez révolutionné. Et comme je dis toujours à mes amis, j'ai eu à visiter le Congo du futur. Je l'ai visité et madame, il est très beau. Le Congo du futur. Alors nous sommes rentrés dans le présent pour prendre nos compatriotes afin de les amener dans ce Congo du futur. Et c'est pourquoi nous avons ces idées-là révolutionnaires, authentiques, qui vont nous permettre de changer ce pays. Ah, topissime. Alors on va passer à la toute dernière question. Je crois qu'on est tous emballés là. On veut tous aller dans la 4e République. Alors justement, quelle est la corrélation, c'est la dernière question, quelle est la corrélation entre un mandat d'un président et le changement d'une république? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Voilà. La constitution de la 3e République a ce qu'on appelle les articles verrouillés. Les articles verrouillés, ce sont des articles qui ne sont sujets à aucune révision constitutionnelle. Très bien. Il y a par exemple la forme républicaine de l'État, il y a la forme représentative du gouvernement, il y a le principe du suffrage universel. Parfait. Mais il y a aussi le mandat, le nombre et le mandat, la durée et la durée du mandat du président de la République. Alors, nous, dans la constitution de la 4e République, nous proposons aussi la modification, le changement du nombre et de la durée du mandat du président de la République. Très bien. Alors, comme c'est un article verrouillé, cela nous pousse directement à passer, nous avons déjà l'idée du référendum. Ouais. Donc, à chaque fois que c'est ce que je viens de citer là, la forme républicaine de l'État et les autres sont touchés, cela va amener automatiquement à un changement de république. En 2011, on a révisé la Constitution, mais on n'est pas passé dans une autre république parce que ça n'a pas touché les articles verrouillés de la Constitution. En effet. Dans ce très, sens. très bien. Waouh.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Anissé Bitoko. Et là, je suis sûre que votre conférence, en tout cas, aura une grande audience. Je rappelle que vous êtes président du think tank Congo Can Go et que vous êtes entrepreneur. Bien sûr. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. C'est un énorme plaisir et je crois que nous allons encore revenir après la conférence pour entrer en détail de tout cela. Absolument. Nous ne sommes que patriotes et nous aimons beaucoup notre pays. Très bien. Et voilà, on fait le point. On a mis un point. J'adore cette tautologie. Allez, nous allons passer à autre chose, mais ce sera après cette pause.